Bonjour les parents, verts et prudents. Aujourd'hui, j'échange avec Sylvie Platel. Sylvie est responsable plaidoyer santé-environnement au sein de WECF France, une association qui réalise notamment des actions de sensibilisation en santé environnementale auprès des parents. On discute notamment des manques de certaines réglementations, de l'importance d'agir pour se protéger, à la fois au niveau individuel et au niveau collectif, de certains enjeux spécifiques aux femmes et d'autres sujets. Voilà, j'espère que vous y trouverez des choses utiles et je vous amène Sylvie Platel. Aujourd'hui, je suis avec Sylvie Platel. Sylvie, merci de te joindre à moi. Bonjour Guillaume, merci beaucoup aussi pour l'invitation. J'ai souhaité échanger avec toi à propos des actions de WECF en lien avec la santé environnementale. On peut notamment y trouver de nombreuses bonnes pratiques utiles pour les parents. Alors avant qu'on débute, est-ce que tu souhaiterais indiquer des liens d'intérêt au regard de la thématique santé environnementale, des liens que tu penses importants que les personnes qui nous regardent aient en tête en nous écoutant échanger? Écoute, j'ai aucun lien d'intérêt, aucun conflit d'intérêt à souligner. Voilà. Très bien. Alors pour commencer, si tu veux bien, je te propose de présenter les activités de WECF en matière de santé environnementale et notamment celles auprès des parents. Oui, avec plaisir. Alors WECF, c'est une organisation non gouvernementale qui est répartie dans plusieurs pays. Moi, je suis responsable du plaidoyer santé-environnement à WECF France. Donc, de WECF, ça veut dire Women Engaged for a Common Future. C'est donc une ONG internationale écoféministe d'organisation dont le but est de construire avec les femmes un monde sain, durable et équitable. Donc, pour rentrer un petit peu plus dans le détail, on est assez ancien dans la thématique. On a été créé en 1994. On a des actions plus larges que la santé environnementale. On est doté du statut consultatif auprès du Conseil économique et social des Nations Unies. On est membre de la Women and Gender Constituency. On est observateur de la société civile de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Donc, on s'implique dans des thématiques majeures comme la santé environnementale, la lutte contre le dérèglement climatique et la construction d'un avenir sans toxiques, avec toujours le souci de lutter contre les inégalités de genre et de protéger les populations les plus vulnérables, donc en particulier les femmes enceintes et les enfants. Donc maintenant, je vais me concentrer sur ce qu'on fait à WECF France. Moi, dans le cadre de mon travail, s'articule autour de deux axes, à savoir influencer les législations pour qu'elles soient plus protectrices de la santé, notamment des femmes enceintes et des enfants. Donc, c'est une action qui se décline à plusieurs échelles. À l'échelle nationale, on intervient dans les plans nationaux de santé-environnement, dans les stratégies nationales de perturbateurs endocriniens, les différentes politiques publiques. La deuxième action, elle est pour la sensibilisation à des questions, notamment d'exposition à des produits toxiques, de donner aussi des solutions à des alternatives et d'aider les personnes à comprendre ce qui se passe également dans le monde de la consommation. Donc, on a un volet très important également de formation des professionnels de santé, de la périnatalité, qui sont à nos yeux des relais considérables des acteurs clés pour former eux-mêmes leurs patients et leurs patientes à toutes les problématiques d'exposition, alors les sages-femmes particulièrement, sur les femmes enceintes. On a également des volets Ma maison, ma santé pour aider les jeunes parents, les personnes en général à se créer un environnement sain. Ce que je peux dire de mon travail, c'est que c'est une articulation entre la science, la société et la législation, parce qu'effectivement, ces trois niveaux sont importants. On a besoin de science et de faits prouvés pour démontrer ces impacts sur nos santé et sur l'environnement. Donc, ce registre est très important pour nous. La législation est indispensable. On l'a vu très récemment avec la question des PFAS.
Donc, l'EPIPHAS, nous, on travaille sur cette question-là depuis plusieurs années. On a créé un manifesto et des campagnes de sensibilisation pour démontrer à la fois comment fonctionne l'EPIPHAS, où on les trouve, quelles sont les alternatives pour y échapper, si possible, compte tenu de leur caractère éternel. Et donc, ces législations mettant le temps qu'elles mettent, qui est beaucoup trop long pour être mise en œuvre et sont également le fruit de conflits avec des lobbies et des conflits d'intérêts. Il nous apparaît nécessaire de pouvoir sensibiliser, et notre action étant, comme je l'ai dit au début, de montrer la vulnérabilité accrue de populations vulnérables comme les femmes enceintes et les enfants. Mais on fait un focus sur cette sensibilisation-là. Donc, voilà. Je peux parler aussi de notre communauté Nesting. Donc, c'est une communauté active depuis plus de 15 ans. Donc, moi, je pense pas trop m'avancer en disant qu'on était des pionnières sur cette thématique-là. Et on forme ces professionnels de santé à toutes ces questions-là, mais c'est très large, à la fois à travers des conseils pratiques, mais à la fois à travers des concepts scientifiques comme l'exposome, comme la question de l'accompagnement au changement, parce qu'il ne suffit pas, on le sait, de délivrer un message de prévention pour qu'il soit acquis, d'autant que notre monde, il est assez complexe dans la mesure où on a maintenant une forte action de greenwashing, de labels, de faux labels, et c'est difficile de s'y retrouver. Donc, nous, on est assez méthodique sur ces 3 plans et on apprend à changer nos comportements, à nos animatrices qui elles-mêmes apprennent à leur contact, à leur réseau. Voilà. Je trouvais qu'il y avait un aspect très intéressant dans WEC France que je retrouve en miroir avec les parents que je peux accompagner. Souvent, il y a le côté j'ai besoin d'agir à mon niveau individuel de parent. Et souvent, ces actions amènent à identifier qu'il y a certaines expositions qui sont avant tout liées à des actions collectives, comme celle dont tu as parlé, par exemple, avec des aspects législatifs et réglementaires. Et ce que j'observe souvent, c'est que les parents, il me semble, la plupart du temps, après avoir acquis un niveau de protection significatif pour eux et leurs enfants, spontanément vont avoir envie de contribuer aussi à faire avancer les choses en termes d'action collective. Et je trouve qu'on retrouve bien ces 2 composantes dans WCF France avec des bonnes pratiques dispensées auprès de parents, de particuliers, de personnes individuelles, et en même temps des actions plaidoyer telles que celles que tu fais qui permettent de contribuer à diminuer les expositions avec des actions collectives. Je me rappelais quand on préparait l'entretien, tu m'as expliqué que pour certaines réglementations, vous aviez identifié des manques et que ça avait permis soit de pouvoir rendre le texte plus complet par votre action, et puis j'imagine que les manques qui restent, ça fait partie aussi des choses sur lesquelles vous appuyez particulièrement en formation auprès des professionnels de santé ou des parents. Oui, bah, c'est très juste ce que tu dis, parce que effectivement, dès lors que des personnes, des parents, des femmes enceintes prennent conscience, en fait, c'est une prise de conscience des dangers que nous font courir ces expositions qu'on subit, en fait, hein, les expositions environnementales. Et il y a la question de celles sur lesquelles on peut agir dans nos produits du quotidien. Nous, on a un retour de nos animatrices qui elles-mêmes ont un retour de leur réseau et de leurs patients sur un changement important dans la vie dans le quotidien. Donc ça c'est très bien. Et effectivement, aller plus loin selon là où on habite aussi. Par exemple, je reviens sur la question d'EPIPHAS parce qu'elle est très actuelle en ce moment. Les personnes qui habitent à Lyon il y a des collectifs importants qui se créent, et ça c'est vraiment important. Alors encore, voilà, on est dans cette actualité sur l'EPIPHAS, hein. Donc je pense que les personnes qui peuvent nous écouter ont également ça en tête. Moi j'ai observé 2 choses.
j'ai observé des personnes qui ont complètement échappé à l'information. Mais j'étais très étonnée parce que pour peu qu'on ait un pied quand même dans la vie médiatique ou dans la vie sociale, ça me paraissait curieux, mais la réalité, elle est là et elle nous montre à quel point il faut continuer à sensibiliser. Et puis des personnes qui ont vraiment pris une prise de conscience très importante, très forte, mais je ne savais pas, c'est incroyable. Je pense que le fait qu'il y ait eu une dérogation avec les ustensiles de cuisson a créé une levée de bouclier assez importante auprès des influenceurs, des personnes spécialistes. Et là, il y a eu, à la limite, finalement, je suis, à titre personnel, je trouve ça comme si une action de lobby, c'est le jeu, mais ça me dérange. Pour autant, ça a pointé le fait que pourquoi on accepterait dans des objets de la vie quotidienne des PFAS qu'on n'accepte plus dans d'autres, par exemple dans les cosmétiques. Donc, ça a généré une action encore plus importante pour montrer comment on n'allait plus, on ne pouvait plus utiliser des poils avec ces revêtements-là. Et puis c'est lié à la voie ingestion aussi, qui est souvent, pour une grande partie des polluants, la voie d'exposition principale pour la population générale. C'était d'autant plus symbolique. Effectivement, c'est vrai que finalement, cette restriction, elle a peut-être mis en exergue cette pratique, et comme tu le dis, extrêmement impactante. Donc, ça, c'est une chose. Et puis, donc, ces manques à travers les législations quand elles sont mises en avant. Là, pour revenir à ce que tu me disais, oui, nous, on identifie des manques. L'exemple assez important, c'était sur la réglementation européenne sur la sécurité des jouets, qui est aussi un élément assez récent, sur lequel de nombreuses ONG européennes ont fait partie, j'ai dû te le dire, de consortiums, et on a des actions collectives à plein de niveaux. Et c'est vrai que cette action-là, sur la révision de la sécurité des jouets, elle a été payante, parce que ce n'était pas très bien parti, malgré des annonces de la Commission européenne. Pour autant, on avait des doutes sur la manière dont les votes allaient se passer, globalement ou pas. Bref, il y a eu une action très, très importante de plusieurs organismes, de plusieurs ONG, évidemment, WECF en général et en France en particulier. Tout le monde s'est extrêmement mobilisé, on a interpellé les parlementaires, on a expliqué les points sur lesquels il fallait voter. Ça aboutit à une réglementation qui est plus prometteuse pour protéger les enfants des perturbateurs endocriniens dans les jouets, des actions sur les PFAS. Donc, on est extrêmement content de voir de telles avancées, mais c'est le fruit d'un travail collectif, nourri, fondé sur, comme je le disais, sur des données scientifiques. Et je ne sais pas si on ne faisait pas ce travail, comment ça pourrait évoluer. Et après, comme tu le disais, il y a une descente au niveau individuel, une prise de conscience. Donc c'est un travail sur plein de fronts. Oui, ça me faisait, dans ma tête, ça faisait écho quand tu parlais tout à l'heure là, de l'ancienneté des actions, notamment du réseau Nesting, du rôle un peu de précurseur ou de pionnier. Je peux témoigner, moi je crois que c'est à travers un des mini-guides, il y a toute une série thématique. Moi je crois que c'est ça qui m'a sensibilisé au retardateur de flamme la première fois, quoi. Et c'est intéressant parce qu'après on peut approfondir à partir de cette première porte d'entrée. Donc, typiquement, l'ANSES a fait un rapport, je le dis de mémoire, il doit être en 2015, qui a approfondi ces aspects liés aux retardateurs de flamme. Et d'une manière générale, il me semblait que c'était des guides très pratiques, très concrets,
et qui donnait des portes d'entrée à plein de thématiques différentes, quoi. Par exemple, je sais pas, il y a celui sur les vêtements pour les enfants. Ça fait aussi écho à une expertise plus récente de l'ANSES qui va de 2018-2019 où on peut aller approfondir. Et je crois que à l'époque, j'aurais pas. C'est ça qui m'a donné la porte d'entrée vers ces sujets très intéressants, quoi. Bah, écoute, moi je m'en réjouis quand j'entends ce genre de propos. C'est vrai que tu n'es pas le seul. Donc nous, ça nous conforte. Bon, bien évidemment, on n'a aucun doute sur le bien fondé de notre action et son utilité, mais c'est toujours très, très agréable, très intéressant de l'entendre comme ça, surtout de personnes telles que toi qui en plus ont repris le relais et à leur niveau ont poursuivi cette sensibilisation. Pour ce qui est de ces guides, ben oui, c'est à la fois, donc j'en ai un là, c'est des guides. Alors celui-ci s'appelle perturbateur endocrinien, protéger les enfants des substances toxiques. Donc on a toute une collection de guides qui sont éprouvés, qui sont faciles à manipuler, qui sont faciles à distribuer lors des ateliers et qui sont très exhaustifs. Ils nous montre, comme tu dis, les endroits, des conseils très pratico-pratiques, où trouver les perturbateurs endocriniens en l'occurrence, quelle loi pour se protéger, la question de pouvoir poser des questions dans le cadre de AskReach, des outils de la société pour aller plus loin, et puis des conseils. Enfin bon, voilà, je vais pas tout. Je peux spécifier que ces guides, même s'ils sont en format papier, ils sont toujours utiles. Alors maintenant, on les développe sur les réseaux sociaux, ils sont accessibles sur notre site, il y a une collection importante. Le dernier guide, ils sont réactualisés, bien évidemment, puisque la législation, elle bouge beaucoup et on la suit, on a un suivi de terrain sur ces actions-là. Le dernier guide, c'était sur la santé menstruelle. Donc on a un nouvel axe de plaidoyer sur la santé menstruelle, compte tenu du fait que les femmes, les personnes menstruées, elles subissent des expositions très importantes à travers les produits, les produits sur lesquels la législation vient également d'avancer. Le fruit aussi de combats collectifs, mais pour autant, il y a des gaps encore, et il y a encore des choses à construire, mais là encore, c'est l'action de la législation fondée sur des mouvements, sur la science, et puis cette sensibilisation. Donc, pour ce qui est de la santé menstruelle, et nous, notre axe, c'est, il y a aussi des questions de tabou, des questions très importantes sur cette thématique. Nous, on a vraiment mis l'accent sur les produits toxiques qui sont présents sans qu'on le sache, avec des questions aussi environnementales, avec des produits de substitution et des produits durables et des produits non jetables, mais qui, alors même qu'on est persuadé d'utiliser des alternatives enfin moins polluantes, qui nous exposent moins, mais là aussi, le marché et les fabricants suivent toujours la même question. Et il y a eu des questions sur notamment les culottes menstruelles, sur des questions de nanoparticules d'argent. Donc, c'est vrai qu'il faut être toujours vigilant. Et nos guides, le prochain était prévu sur les PFAS de longue date. Maintenant, voilà, si on reprend le point initial des personnes qui ont échappé à cette médiatisation considérable des PFAS. D'ailleurs, pour faire un petit aparté sur ce point-là, moi je salue vraiment les jeunes activistes, Camille Etienne, qui se sont emparés du sujet et qui ont eu un impact extrêmement important sur les PFAS, et si on peut le faire sur plein d'autres sujets, ce sera très intéressant. Très bien. Je mettrai le lien vers la page des mini-guides. Il y a aussi des fiches pratiques de mémoire, donc notamment aussi sur le dernier que tu as parlé là. Je mettrai aussi un lien vers ceux qui veulent approfondir le sujet. Il y a eu une expertise collective de l'ANSES aussi sur les protections intimes. Ça peut être un bon complément pour aller approfondir. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que nos fiches pratiques, voilà, là j'en ai une. Il faut resituer, c'est des fiches pratiques santé-environnement.
qui sont dans une première approche de personnes qui ne connaissent pas, c'est de la sensibilisation, elles sont éprouvées, elles ont une méthodologie pour comprendre les messages simples, efficaces. En ce moment, thématiquement, on les relaie sur les réseaux sociaux parce qu'on ne peut que se réjouir de cette actualité importante des sujets de santé-environnement et des sujets d'exposition aux produits toxiques que maintenant on est en droit de connaître et de refuser en fait. Donc oui, ça s'accompagne aussi des développements dans les médias et tout ce que tu vas pouvoir diffuser à ton niveau, merci beaucoup, c'est important. Oui, je diffuserai ça. En plus, tu parlais de l'aspect éprouvé avec une méthode. J'imagine que tu fais écho à ce que tu disais tout à l'heure, que voilà, avoir les infos, c'est important, mais avoir un accompagnement au changement de comportement, on sait que c'est aussi une étape très importante et qui est décorrélée de simplement avoir une liste d'informations. Et sur ce sujet, je peux faire un second témoignage, parce que j'ai participé à un atelier nesting. Et effectivement, le truc que j'observe le plus chez les parents, quand je discute avec eux, le retour qu'ils font, c'est OK, tout de suite, ça rend les choses beaucoup plus concrètes et surtout, ça les rend beaucoup plus transférables à la maison. Et je pense que c'est typiquement dans ce que tu disais, cette importance d'accompagner les changements de comportement. Oui, absolument. Moi, ce sont des problématiques de santé publique en général, en fait. Les messages de prévention, ils vont atteindre leur cible ou pas. Il y a des messages anxiogènes, des messages négatifs, des messages positifs. Ça a été très documenté. Nous, ce qu'on apporte de différent aussi, c'est la manipulation. Alors, lors de ce qu'on appelle aussi les ateliers, c'est la mise en situation et faire réfléchir les personnes par rapport à des produits qu'elles vont pouvoir manipuler, qu'elles vont pouvoir trier. Et ça fait tout de suite passer dans une autre dimension, à savoir quand on se retrouve dans son supermarché avec plein de choses, on ne va pas forcément se rappeler les grands principes, oui, mais cette manipulation qui est extrêmement soignée et fouillée, en fait, ce qui est proposé et observé également par les personnes qui mènent ces ateliers pour accompagner et faire s'approprier un message. On a envie que les personnes s'approprient, acculturer en fait. Et on a des retours sur cette méthodologie unique, innovante, toujours innovante, très positive, ça marche quoi. Oui, puis j'observe que ça prend du temps. Ouais, j'observe que ça fait des petits. J'ai vu que dans certaines maternités, maintenant, il y avait des chambres qui étaient dédiées pour faire une espèce de chambre témoin, pour reproduire ce que pourrait être une chambre d'enfant et tout ce qui est associé, pour que les parents voient différents types de produits qui correspondent à la chambre, au change, à la cuisine. Il y avait toute une pièce j'ai vu ça dans au moins 2 maternités qui reproduisait en fait ce principe. Moi, ça m'a aussi fait découvrir des choses, hein. Typiquement, un biberon en inox, je pense que je n'avais jamais vu avant puis même l'ensemble de ce qui était possible en termes de vaisselle en inox. Bon, voilà un exemple qui m'avait marqué, j'ai dit, mais je savais même pas que ça existait. Oui, mais c'est vrai que cette approche très, très concrète, surtout quand on est dans des périodes où déjà la vie change, on accueille un enfant, on a des routines et des pratiques de consommation qui sont bien ancrées, sur lesquelles il y a des personnes qui ne se questionnent pas, en fait, c'est normal, on a confiance et pas conscience. Et ça, c'est le travail. C'est vrai qu'il y a des maternités qui sont extraordinaires, qui sont très en avance. Et nous, on travaille avec des maternités, notamment à la PHP, pour les accompagner dans ces pratiques, les maternités, pour qu'elles puissent elles-mêmes ensuite proposer des actions de sensibilisation et de prévention. C'est bien, ça avance. Je voulais revenir sur un point que tu as souligné et sur lequel je t'ai déjà vu communiquer, c'est l'importance de faire attention à l'aspect potentiellement anxiogène des sujets qu'on traite et dans les messages de sensibilisation qu'on donne. Je me souviens que c'était un point important pour toi et
quand on avait échangé, je me rappelle souvent, je pensais à cette thématique en disant, bah, il faut pas surcharger la charge mentale des parents, et en particulier des jeunes mères, quand elles viennent de donner naissance. Et je me souviens que toi, tu avais souligné un complément auquel je pense moins, c'est que tu disais, mais en plus, les enfants, c'est des véritables éponges à émotions, et donc c'est aussi une manière de protéger les enfants. Ça, c'est vrai que la question de ce qu'on appelle l'éco-anxiété, en fait, maintenant, c'est un terme qui est connu, qui est discuté aussi et qui est discutable parce que déjà en soi, vraiment, ça pointe le fait qu'un certain type d'information, de connaissance, de savoir génère une profonde angoisse parce que c'est vrai que on ne sait pas, enfin, il y a des comportements différenciés selon les personnes, mais si on réfléchit, on baigne dans un bain de toxiques, on respire un air pollué, on a des questions sur le dérèglement climatique, dont on parlera peut-être plus tard dans notre entretien. Mais oui, c'est vrai que c'est profondément perturbant. Et alors nous, à WECF, et très récemment, on a eu, dans le cadre de notre journée de suivi, les journées de suivi, c'est-à-dire que c'est notre méthodologie aussi, un peu, je fais l'apologie parce qu'elle est assez approfondie. Les personnes ne sont pas formées une fois à ces pratiques, à ces ateliers. Elles sont de la formation continue et 3 fois par an, on les informe sur les actualités importantes, sur les points. Bon, c'est dans ce cadre-là qu'il y a quelques mois, j'avais fait une présentation sur les PFAS. Je viens d'en faire une sur les nanomatériaux, qui sont aussi un sujet important. Et on a eu des présentations sur l'éco-anxiété avec des techniques pour résoudre ces émotions. C'est vrai que je pense que se développe aussi, nous on le fait pas encore, mais une manière de trouver le ton pour parler aux enfants. Les enfants sont des éponges, effectivement, et ces informations, elles proviennent aussi bien de l'extérieur de la maison, avec si elles sont formulées dans un axe négatif, ça peut être complètement plombant. Les filles sont particulièrement sujettes à ça. Là encore, on a un effet genre important. Santé publique France vient d'ailleurs, là, je n'ai pas du tout prévu de t'en parler, mais sorti une étude qui démontre le niveau d'angoisse parmi les jeunes. Alors, c'est lié aussi à la question de la période Covid, mais ça a été étudié et je crois que cette étude s'appelle En classe, il faudra qu'on vérifie, mais elle démontre qu'il y a une charge mentale diverse qui est plus forte pour les jeunes filles que pour les jeunes hommes. Et c'est quand même un sujet encore à explorer. Nous, ce qu'on raconte à WECF, évidemment, nos niveaux d'intervention à plusieurs échelles démontrent qu'on pense que c'est important d'avoir des actions différentes, mais la question d'agir, elle me semble être une réponse intéressante en fait. Là, tu m'as parlé de tes enfants, moi pour les miens, ça fait longtemps qu'ils sont au courant qu'il ne faut pas utiliser telle chose. On a une pratique contre le plastique à la maison et en fait, ça permet de se dire qu'on fait au moins quelque chose, quoi. On limite et on réduit les expositions. Ouais, le simple fait, je crois que tu as entendu dire que le simple fait de rassembler le savoir pour diminuer l'incertitude, le traduire en bonnes pratiques qui sont actionnables, qui nous permettent de passer à l'action pour protéger nos enfants. Déjà, en soi, c'est une démarche qui fait diminuer le niveau d'anxiété lié à ces sujets. Absolument. Et après, il faut toujours avoir une approche un peu réflexive parce que les enfants peuvent se dire est-ce que je fais bien, mais j'ai fait mal, je ne veux pas rajouter en fait une charge. Il y a une question de s'approprier ces pratiques ludiquement ou je pense que c'est aussi interpersonnel en fait. Hein. On sait ce qui va angoisser notre enfant ou pas. Et là encore, les enfants acculturent
leur communauté, leurs copains. C'est assez intéressant aussi. Mais pour ça, ça passe bien sûr par les parents aussi, par l'école. Mais l'école, ça va être là encore quelque chose. Nous, alors dans le cadre, je remonte encore d'un cran, dans le cadre du Plan national santé-environnement, il y a des groupes de travail thématiques. Il y en a un qui s'appelle formation, information, sensibilisation. Et il y a des réflexions qui sont menées pour faire évoluer les cursus, alors les cursus au niveau scolaire, au niveau universitaire, au niveau des grandes écoles, au niveau des professionnels de santé. Nous, on contribue à ces réflexions-là, parce qu'effectivement, il faut aussi que le socle des savoirs institutionnels s'empare de cette question de santé environnementale et de l'impact de l'environnement sur la santé pour pouvoir agir, effectivement. Ok, très bien. Sylvie, est-ce qu'il y a un sujet important que tu voulais aborder et qu'on n'aurait pas spontanément inclus dans nos échanges? Tu parlais du changement climatique tout à l'heure. Oui, alors il y a deux points qui me semble-t-il, on ne va pas les approfondir vraiment ici, parce qu'il nous faudrait plusieurs heures, mais pourquoi pas dans une autre session. Donc à WECF, on veut lutter contre les inégalités de genre et protéger les populations les plus vulnérables, les femmes enceintes et les enfants. Et il faut savoir que les expositions aux toxiques chimiques, les femmes enceintes et les enfants ont une vulnérabilité accrue à ces toxiques. Et les effets, les impacts sont plus importants. Il y a des fenêtres de vulnérabilité, bien sûr. On n'ignore pas les 1000 premiers jours, dont on voudrait élargir la fenêtre à 1300. Tu veux dire, tu l'élargirais jusqu'à la préconception, c'est ça? Oui, vers l'amont, d'accord. Oui. Ce qui est d'ailleurs envisagé scientifiquement, en fait, parce qu'il y a des consultations préconceptionnelles qui enrichissent la réflexion de ces expositions, bien dans le projet d'enfant même. Ouais. Et là, il y a une grosse acculturation à faire. Hein. Je crois autour de moi, les gens qui ont un projet d'enfant, de ce que j'observe autour de moi, ne pensent pas encore à tiens, je pourrais aller voir qui je pourrais aller voir pour avoir des conseils dans le cadre d'une phase de préconception. Bah, c'est vrai que c'est compliqué aussi, hein, il faut le reconnaître, mais dans ces périodes où les toxiques chimiques, les perturbateurs endocriniens ont un effet sur la fertilité, en fait, et ça c'est bien connu. Donc nous, on a trouvé assez incroyable les déclarations gouvernementales sur réarmement démographique. Bon, ça c'est encore un autre sujet, mais c'est vrai que dans un premier temps, nous sommes inondés, exposés à des tas de produits qui impactent la fertilité. Donc, je tenais à souligner ce point, de par mon appartenance à WECF, que la vulnérabilité est accrue chez les femmes en ce qui concerne les expositions aux produits chimiques, et on travaille à documenter ces questions-là, on travaille à le partager. Alors, les raisons sont multiples, hein, que ce soit également dans les tâches, dans les rôles dans la société, dans la question biologique également. Effectivement, les femmes sont à la fois victimes, mais également solutions. À savoir, on va voir que ça va être les femmes plus majoritairement qui vont ce sont des études qui le disent, et récemment il y en a une charge mentale liée à avoir des gestes écologiques au sein du foyer qui est accrue, qui est davantage portée par les femmes. Donc aller chercher les légumes à la MAP pour avoir des légumes sans pesticides, créer des goûters sains, faire des lunchbox. Donc tout ça, c'est des choses qui font que les femmes conscientes de ces expositions mettent en œuvre les solutions, et que c'est une charge également. Donc ça, c'était le premier point, la vulnérabilité accrue des femmes et des femmes enceintes aux expositions chimiques.
Je vous renverrai sur les sites de WECF ou même me contacter, moi, sur ces questions-là. Et puis les questions de dérèglement climatique. Donc, on développe un axe de plaidoyer très important sur l'impact du climat sur la santé. En fait, alors bon, je crois que on en avait parlé déjà. Moi, en tant que professionnelle de santé publique, je m'intéresse à ces questions santé-climat depuis des années. En santé publique, on connaît ça. Et depuis peu de temps, ça devient un sujet politique. Alors, effectivement, la récurrence des épisodes de canicule et l'augmentation des pics de température qui sont en France observés depuis des dizaines d'années sont responsables aussi de ces réflexions et c'est tant mieux. Mais il faut vraiment inclure l'influence du genre dans l'exposition à la vulnérabilité des vagues de chaleur parce que les femmes enceintes encourent des risques encore plus importants dans les périodes de canicule. Donc, on a contribué à ce dossier mené par la mairie de Paris, qui s'appelle Paris à 50 degrés. Et donc, les grandes mégapoles et les grandes métropoles s'intéressent et fort heureusement à la question de la vie dans des villes qui vont atteindre des températures très compliquées. Et c'est vrai qu'il y a des politiques qui sont menées pour politiques de résilience et d'adaptation, d'atténuation. Et nous, on insiste, et on insiste très largement sur le fait que les femmes sont une population à privilégier, à cibler pour les messages de prévention et que ce soit, pour citer le cas sur lequel moi j'ai spécifiquement travaillé, les étudiantes, les questions de précarité, elles jouent beaucoup sur se mettre pouvoir échapper aux îlots de chaleur, les habitats dégradés, les familles monoparentales qui sont bien souvent menées par des femmes qui vont d'abord protéger leurs enfants et pas elles. Les questions de grossesse qui ont un impact très très important sur l'issue de la grossesse. Donc c'est un point sur lequel je voulais insister, sur lequel nous on travaille beaucoup. Je te remercie beaucoup pour l'ouverture. C'est des sujets que je n'ai pas l'habitude de traiter sur ma chaîne, en tout cas à ce stade. Plus généralement, merci beaucoup pour les informations utiles, pour les bonnes pratiques concrètes pour les parents. Les personnes qui veulent suivre l'activité de WECF France ou tes activités, où est-ce qu'on peut les renvoyer de manière préférentielle? Alors, sur notre site, c'est très facile de nous contacter. Vous pouvez nous appeler, que vous soyez professionnel de santé, de la périnatalité. Il faut contacter le réseau, le pôle sensibilisation, formation. Donc, voilà, c'est une entrée très facile, notre site internet. Sinon, abonnez-vous à nos réseaux sociaux, Instagram et LinkedIn. Abonnez-vous au mien si vous le souhaitez. J'essaie de partager le plus possible des informations utiles et des informations qui peuvent aussi, même sur lesquelles on ne peut pas agir, mais c'est toujours intéressant de savoir les mouvements qui se créent. Prochainement, on va faire inter-ONG des sensibilisations le 24 avril sur la journée des hormones, sur la santé hormonale. Ça, c'est assez important. On va également se mobiliser pour la journée des règles, qui est le 28 mai, je crois. Ça va être tout notre mouvement WECF international. Bon, on vous accueille avec plaisir. Je vais faire en sorte de monter et de publier avant le 24 avril, alors que l'annonce soit passée. Ah okay. Oui, c'est très bien parce que c'est vrai qu'on va faire des communiqués de presse. Ouais. Merci, oui. C'est vrai que si cette temporalité peut se faire. On va faire. Et puis j'avais envie d'ajouter un dernier point. Oui. Là, on a parlé de toutes les différentes échelles. Donc ça, c'est ce que nous, on met en avant, ces actions à différentes échelles. Mais vous, même pour agir sur les échelles politiques, il y a la question du vote, en fait. Il va y avoir bientôt des votes aux élections européennes.
Il y a un fort taux d'abstention. Alors, on travaille, nous, au niveau du mouvement international, sur un scorecard qui étudie les programmes des politiques et des eurodéputés sur les questions des droits des femmes et de la santé. Donc, ça, c'est un peu ciblé sur les jeunes populations étudiantes. Vous pouvez revenir vers nous, là aussi on vous donnera des infos, il y a des ateliers de réflexion, c'est intéressant, mais c'est vrai qu'on a envie de dire que nous aussi en tant que citoyens, citoyennes, le vote influe et met au poste de gouvernance des personnes qui vont voter dans un sens ou dans un autre. Alors sur les questions européennes qui nous impactent, même si on ne s'en rend pas compte. Recitons la question de la législation des jouets, citons la question des définitions des nanomatériaux dans l'alimentation. Alors, ça peut ne pas parler, mais en même temps, ça impacte notre santé. Et il y a des gens qui vont voter plus favorablement pour ces législations-là que d'autres. Voilà. Et le Green Deal est très important et il a été un peu détricoté. Toutes ces législations ont été détricotées ces derniers mois. Donc, voilà, on a aussi, en tant que citoyen, citoyenne, un rôle à jouer. Et ça fait bien écho avec le début de notre échange. Le message est passé. Je mettrai les références des différentes sources que tu as citées dans la description de la vidéo. Sylvie, à nouveau un grand merci pour toutes les informations intéressantes et les bonnes pratiques concrètes. Et je te dis au plaisir de te croiser dans la vraie vie. Moi, je te remercie beaucoup aussi, Guillaume, et je pense que c'est intéressant de nous voir comme des maillons d'une même chaîne qui sont tous indispensables. Donc, merci beaucoup pour ton action. Ok, merci à toi. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Voilà pour cet entretien. S'il vous paraît utile, vous pouvez liker, vous abonner et clocher, si ce n'est pas encore fait, pour que YouTube favorise sa diffusion. À très bientôt.